arbitrairement, j'ai choisi des thèmes qui me tiennent le plus à cœur, notamment les rapports entre droit international privé et clause de règlement des litiges, mais finalement qui irriguent même la résolution des litiges. D'abord, pour prendre un peu de recul sur le droit international privé en Chine, il faut savoir que ça reste une matière assez nouvelle, assez peu enseignée d'ailleurs dans les facultés de droit chinoises. C'est une matière qui est régie par une loi qui s'appelle la loi sur la loi applicable, qui date de 2010, et des interprétations de la Cour populaire suprême de 2013 qui ont valeur de loi. Donc c'est ces deux grands textes qui régissent le droit international privé en Chine. Et on constate quand même qu'en pratique, le droit international privé chinois reste assez basique. Ce sont des concepts qui sont finalement assez mal maîtrisés quand même par les juridictions chinoises, notamment d'un point de vue théorique. Et on se rend compte que l'objectif des juridictions chinoises d'une manière générale, et même de la loi chinoise, c'est de faire appliquer le droit chinois. Et il est exceptionnel, finalement, que le droit étranger soit appliqué en Chine. Je pense que ça pourrait être la conclusion, mais j'en fais aussi une introduction pour guider un peu tout le reste du discours, qui sûrement par moments va être un peu plus technique. Donc je vais structurer en trois parties. Tout d'abord, je vais parler des clauses de juridiction. En fait, le lien entre loi applicable et clause de juridiction. Ensuite, des clauses de loi applicable. Et ensuite, des clauses d'arbitrage. Et ça fait un peu les trois grands pans du règlement des litiges d'un point de vue contractuel. Tout d'abord, sur les clauses de juridiction en Chine, et c'est une bonne illustration du fait que le droit international privé chinois soit assez basique, mais assez simple, il cherche vraiment l'efficacité. Tout simplement, sur la loi applicable aux clauses de juridiction, c'est toujours en Chine la loi chinoise. Ce n'est pas écrit expressément dans la loi, mais en pratique, la jurisprudence est constante. Dès lors qu'il s'agit de déterminer si une clause de juridiction est valide, que la clause de juridiction désigne une juridiction française ou une juridiction chinoise, dès lors que le juge saisit de la validité de la clause des Chinois, il va statuer selon le droit chinois. Et cela d'ailleurs, même si on a une clause de loi applicable qui désigne le droit étranger, le droit applicable à la clause de juridiction sera le droit chinois. Ça simplifie beaucoup de questions, et c'est pour ça que c'est déjà une très bonne première illustration de comment fonctionnent les juridictions chinoises. Et ce que je dis est vrai qu'il s'agisse d'une procédure au fond ou d'une procédure d'exéquatur d'un jugement étranger. Et c'est un point très important, puisque la Chine a conclu beaucoup de traités avec des pays, des traités d'entraide bilatérale, notamment par exemple avec la France, qui prévoient des règles applicables à l'exéquatur en Chine et en France, des jugements chinois et des jugements français. Et dans toutes ces conventions bilatérales, la Chine a toujours négocié que la loi applicable que la détermination de la compétence du juge qui a rendu le jugement soit appréciée selon la loi de l'État saisi. Pour être plus clair, d'après la convention bilatérale franco-chinoise, une des conditions de l'exéquatur est que le juge qui est statué avait compétence pour le faire, d'après la loi de l'État où l'exéquatur est recherché. Donc le juge chinois, grâce à cette disposition, va toujours apprécier la compétence du juge français selon la loi chinoise. Et de la même manière, si on a une clause de juridiction qui désigne la France, le juge chinois va statuer selon le droit chinois. Ça évite aux juridictions chinoises d'avoir recherché une loi étrangère et le contenu de la loi étrangère sur cette compétence. Et ça démontre d'un point de vue théorique la volonté de la Chine de régler les litiges selon le droit chinois, et en pratique, cette disposition a des conséquences très importantes, puisque dans les contrats franco-chinois, lorsque une société française est donc contracte avec une société chinoise et qu'une clause de juridiction attribue compétence aux juridictions françaises, il faut finalement s'assurer que cette clause, si on veut être très efficace, est valide d'après les deux droits. D'après le droit français, puisque si on agit devant la juridiction française sur le fondement de cette clause, celle-ci va vérifier que la clause est valide et lui donne bien compétence, mais également d'après le droit chinois, puisque si finalement après on obtient un jugement et que la partie défenderesse est chinoise et qu'on vient faire exéquaturer le jugement en Chine, le juge chinois il va apprécier la validité de la clause qui a donné compétence à la juridiction française selon le droit chinois. Donc ça complexifie réellement en pratique
les clauses de juridiction. Ça, c'est sur les clauses de juridiction. Je vais être assez court puisque c'est vraiment le seul point où on peut voir un lien entre les deux. Je vais être plus long maintenant sur les clauses de loi applicables en droit chinois. Le droit chinois affirme, à titre de principe, que les parties peuvent désigner la loi applicable à leur litige. Je vais vous lire l'article 3 de la loi sur la loi applicable. Les parties peuvent explicitement choisir la loi applicable à une relation civile présentant un élément d'extranéité conformément à la loi. Déjà, on voit tout de suite qu'un élément qui ressort, c'est présentant un élément d'extranéité. Parce que la règle en droit chinois, c'est que les litiges internes ne peuvent pas être soumis à une loi étrangère. Je reviendrai après, évidemment, sur qu'est-ce qu'un litige interne et qu'est-ce qu'un litige international. À titre un peu introductif, avant de passer vraiment aux conditions de validité, il faut mettre en avant qu'il n'y a en revanche aucune condition qui tient à la loi désignée. C'est-à-dire, dès lors que le litige est international, on peut parfaitement désigner le loi d'un État tiers. Et c'est d'ailleurs expressément prévu dans la loi sur la loi applicable. C'est l'article 5 qui précise expressément qu'on ne peut pas considérer qu'une clause est nulle s'il n'y a pas de lien entre la loi choisie par les parties et les parties elles-mêmes. Autre petite remarque préliminaire sur la notion même de loi applicable en Chine. Et là, on retrouve un débat que l'on connaît bien en Europe et en France. Est-ce que les règles non étatiques, est-ce que, par exemple, les règles de la CCI, les principes unidroits, les conventions internationales qui ne seraient pas applicables aux litiges donnés, est-ce que ces règles constituent ou non une loi applicable? Et la distinction, elle n'est pas seulement théorique, puisque si elles constituent réellement une loi applicable, cela a pour conséquence qu'elles peuvent donc déroger aux conditions impératives du droit chinois, et elles ne seront écartées que si elles sont contraires aux intérêts publics de la société chinoise, en présence d'une loi de police, d'une fraude à la loi, les mécanismes que l'on connaît bien également en France de droit national privé. En revanche, si ces règles ne constituent pas des lois applicables, elles sont donc simplement incorporées au contrat, comme des dispositions prévues par les parties, et dans ce cas-là, elles seront déclarées nulles dès lors qu'elles entrent en conflit avec une disposition impérative du droit chinois. Par disposition impérative, je ne veux évidemment pas dire une disposition d'ordre public, mais une disposition auxquelles les parties ne peuvent pas déroger contractuellement si elles restent dans leur carcan de leur loi nationale. Donc c'est une différence qui, évidemment, en pratique est très importante. Et la Chine statue de manière... Les juridictions chinoises sont toujours très claires là-dessus. Tous ces principes et toutes ces conventions internationales qui ne sont pas applicables au litige constituent simplement des dispositions contractuelles et n'ont pas valeur de loi applicable. Finalement, en Chine, une loi applicable ne peut être qu'une loi nationale ou une loi régionale. Et on pense notamment aux États-Unis, où on a des lois fédérales, des lois de chaque État dans les États-Unis. Ce sont des lois applicables ce sont des lois au sens du droit chinois. Maintenant, sur les conditions de validité d'une clause de loi applicable en Chine, on en a deux. Et la première, c'est, vous l'avez compris, que le contrat présente un élément d'extranéité. Et le deuxième, c'est que la matière en cause, qu'il soit expressément prévu, que la matière en cause puisse faire l'objet d'un choix de loi. Et ça, c'est un peu le côté un peu paradoxal du droit chinois. C'est que, comme je viens de vous le citer, l'article 3 dit « Les parties peuvent explicitement choisir la loi applicable à une relation civile présentant un élément d'extranéité, conformément à la loi ». Et en fait, la deuxième condition, elle se trouve dans le conformément à la loi, puisqu'un autre article du droit chinois nous dit que les parties ne peuvent choisir une loi applicable que si la loi les autorise dans cette matière-là à choisir la loi applicable. Donc finalement, la déclaration de principe de la Chine selon laquelle les parties peuvent toujours choisir une loi applicable dès lors qu'il y a un élément d'extranéité, il est contredit par un autre article des interprétations relatives à la loi sur la loi applicable. C'est l'article 4 et je vais vous le lire. Si les parties choisissent la loi applicable à une relation civile présentant un élément d'extranéité alors que le droit de la Chine ne contient pas de dispositions claires les y autorisant, les cours populaires doivent reconnaître que ce choix est nul. Donc finalement on a un renvoi à cet article-là qui contredit le principe général. Puisque le principe c'est finalement les parties sont toujours libres
et on dit finalement elles sont toujours libres dès lors qu'à chaque fois elles sont expressément autorisées à le faire. Et ensuite, si on va au niveau encore en dessous, en revanche, dans les lois où elles sont expressément autorisées à le faire, on a la plupart des domaines du droit. Donc on a une triple étape d'un point de vue purement théorique en droit chinois, qui est qu'elles peuvent le faire que si elles sont autorisées, mais en pratique elles sont très souvent autorisées. Et ça, à mon avis, c'est une volonté du législateur chinois de pouvoir finalement de pouvoir moduler via les interprétations de la Cour populaire suprême les matières dans lesquelles une loi, un choix de loi peut être réalisé. Puisque les interprétations de la Cour populaire suprême sont très facilement modifiables. La Cour populaire suprême peut les modifier unilatéralement, alors qu'une loi ne peut être modifiée que par le Parlement chinois. Et c'est pour ça qu'on a un peu ce triple niveau de raisonnement. Je vais d'ailleurs commencer par vous lister par exemple quelques matières où le choix était expressément autorisé. On a tout d'abord les contrats. Donc c'est évidemment et ensuite on a une sous-catégorie, on vise les contrats de mandat, les contrats de fiducie, les conventions d'arbitrage. Ensuite on a l'enrichissement sans cause et la gestion d'affaires, les litiges délictuels, les litiges réels mobiliers. Et quand on prend tout ça, on pense contrat, litige délictuel, litige réel mobilier, on a déjà fait une grande partie du domaine du droit. On a en revanche certains domaines du droit où la loi prévoit expressément qu'aucun choix de droit n'est ouvert. Les conditions de mariage, le divorce par voie judiciaire, les contrats de consommation, les contrats de travail, la responsabilité du fait des produits défectueux et les litiges réels liés à des valeurs mobilières ou à un nantissement. En pratique, cette question de l'autorisation à émettre un choix de loi ne pose vraiment pas de difficulté puisque ça reste quand même assez catégorisé. On voit vraiment qu'en matière contractuelle et commerciale, finalement, il y a toujours un choix de loi qui est possible et qu'en matière, en revanche, de droit de la famille, de droit du travail, en matière immobilière, là, on a une restriction sur le choix. En pratique, vraiment, ça pose peu de difficultés et c'est très rare qu'une clause de loi applicable soit annulée sur ce fondement. La vraie question en droit chinois qui se pose souvent tient à l'élément d'extranéité. Puisque l'élément d'extranéité, il est défini par la loi sur la loi applicable, c'est l'article 1, qui précise que l'élément d'extranéité, il peut tenir à la nationalité des parties, à leur résidence habituelle, à l'objet du contrat, aux faits juridiques ayant créé, modifié ou éteint la relation, et enfin à toute autre circonstance. C'est une clause très classique en droit chinois, c'est une clause balai, qui est en pratique très rarement utilisée. C'est très courant en droit chinois, d'une manière générale, hors même droit civil privé, qu'on ait une clause comme ça à la fin d'une liste qui permet en fait au juge de statuer et de décider qu'une autre circonstance vaut en l'espèce un élément d'extranéité. Mais en pratique, lors des travaux de ma thèse, je n'ai pu identifier que 3 décisions qui avaient retenu un élément d'extranéité sur le fondement de toute autre circonstance. Donc c'est très rarement utilisé en pratique. Pourquoi beaucoup de difficultés en droit chinois? C'est parce que en droit chinois, les sociétés qui sont immatriculées en Chine constituent des sociétés internes, quand bien même elles seraient 100% détenues par des sociétés étrangères. Et souvent la difficulté elle est là, puisqu'on a des sociétés étrangères en Chine qui créent donc une filiale en Chine, qui investissent à 100% dans cette société, et qui ensuite prévoient des clauses de loi applicables qui sont de la nationalité de leur investisseur. Et ces clauses-là sont systématiquement déclarées nulles dès lors qu'il n'y a pas un élément international qui ne peut donc pas tenir au simple capital social de la société. C'est vraiment une des causes récurrentes de nullité des clauses de loi applicables, mais on comprend en pratique pourquoi. On peut très bien comprendre qu'un investisseur qui crée sa filiale en Chine, qui ensuite contracte avec une société chinoise, espère pouvoir soumettre les futurs litiges
à l'application de la loi de son pays d'origine. La notion d'objet du contrat, puisqu'on a donc nationalité des parties, donc on comprend bien dès lors qu'il s'agit d'une société immatriculée à l'étranger, on a un litige international qui permet de faire un choix de loi. La résidence habituelle, évidemment, ne concerne que les personnes physiques. L'objet du contrat n'est pas défini par la Chine, et en pratique, les juridictions chinoises sont extrêmement restrictives sur la notion d'objet du contrat et tentent en général caractériser, d'affirmer qu'il s'agit d'un litige interne, ce qui fait sauter les éventuelles clauses de loi applicables. Et enfin, au fait juridique qui a créé, modifié ou éteint la relation, et là on peut penser tout de suite à la signature du contrat qui serait fait à l'étranger, mais aucune jurisprudence n'a encore reconnu qu'il suffirait à des parties d'aller signer leur contrat à l'étranger, ou d'indiquer, même dans le contrat, que lieu de signature du contrat, n'importe quelle place, par exemple Paris, la jurisprudence n'a encore jamais reconnu que ce seul fait suffit à rendre le litige international. Donc, c'est vraiment la condition principale de validité des clauses de loi applicables en Chine. Les difficultés rencontrées par les clauses de loi applicables en Chine tiennent en réalité surtout aussi à leurs effets, puisqu'elles sont notamment neutralisées en cas d'impossibilité de rapporter la preuve de la loi étrangère ou en cas d'existence d'une loi de police, sur lesquelles je reviendrai. Tout d'abord, là encore, quelques propos liminaires sur l'efficacité des clauses de loi applicables, donc non plus leur validité, mais vraiment sur leurs effets. Tout d'abord, il y a un élément notable en droit chinois qui est le refus du renvoi. C'est-à-dire que l'article 9 de la loi sur la loi applicable dispose que la loi étrangère applicable à la relation civile présentant un élément d'extranéité n'inclut pas la loi de ce pays relative à la loi applicable. L'idée, c'est de dire que si le droit chinois désigne le droit français, on s'arrête au droit français. On ne va pas rechercher si en droit français, le droit français, le DIP français renverrait à une autre loi. Et c'est finalement un article très pragmatique et qui correspond vraiment d'une manière générale à l'esprit du droit chinois, qui est quand même de simplifier le travail des juges, de ne pas chercher une complexité dans l'édiction de la loi. Et d'ailleurs, cette loi, l'application de cette technique ne soulève aucune difficulté, puisqu'à chaque fois qu'une loi, donc que le DIP chinois renvoie une loi étrangère, le juge chinois considère que cette loi-là s'applique et ne suit jamais les parties dans leur argumentation selon laquelle il faudrait quand même voir s'il n'y a pas un autre renvoi qui doit être formulé. Point sur la violation de la clause de loi applicable également, la sanction à cette violation. Évidemment, si vous avez un jugement de première instance qui n'a pas respecté la loi applicable, c'est un motif en appel pour contester la décision. Mais c'est également expressément prévu comme un motif de réexamen de l'affaire, qui correspond en fait à la cassation en Chine, puisque la loi sur la procédure civile chinoise prévoit expressément que la procédure de réexamen est ouverte en cas d'erreur dans l'application de la loi, ce qui vise l'erreur dans l'application de la clause de loi applicable. Et d'ailleurs, sur ce point, on voit qu'en matière judiciaire, les clauses de loi applicables, la sanction des clauses de loi applicables est plus importante en matière judiciaire qu'en matière arbitrale, puisque si un tribunal arbitral ne respecte pas la clause de loi applicable et statue finalement au fond du dossier avec une loi qui n'est pas celle prévue par les parties ou en l'écartant de manière abusive, ce n'est pas un motif d'exéquatur en Chine, de refus d'exéquatur en Chine. Donc et cette différence est importante puisque finalement les arbitres s'exposent moins à une sanction que les juges s'ils ne respectent pas la clause de loi applicable qui est prévue par les parties. Clause de loi applicable, on a donc plusieurs motifs d'écart de la clause de loi applicable, d'écart des effets. La première, c'est si le défendeur renonce à l'invoquer. Le deuxième, c'est si le contenu de la loi désignée n'est pas établi. Le troisième, c'est si la loi désignée est contraire à une loi de police chinoise. Ou encore si elle est contraire aux intérêts publics de la société chinoise, qui correspond en fait à l'exception d'ordre public, ou si elle constitue une fraude à la loi.
Si le défendeur renonce à l'avocat, je vais passer sur cette condition qui est vraiment purement procédurale et qui correspond simplement à l'hypothèse dans laquelle les deux parties invoquent un droit qui n'est pas celui prévu par la clause de loi applicable dès leur première conclusion. Et là, le juge chinois va considérer que les parties ont renoncé à cette loi à la loi qui avait été désignée. Je vais m'arrêter plus sur la preuve du contenu de la loi étrangère en Chine. L'article 10 de la loi sur la loi applicable dispose que le droit chinois est applicable si les parties qui ont désigné une loi étrangère n'en rapportent pas le contenu ou si celle-ci ne contient pas de dispositions applicables au litige. L'article 15 des interprétations relatives à la loi sur la loi applicable prévoit qu'il en est ainsi si les éléments fournis par les parties ou les méthodes prévues par les conventions internationales ou les avis d'experts n'ont pas permis d'établir le contenu de la loi étrangère. Ou de même, si sans raison valable, les parties n'ont pas établi le contenu de la loi étrangère dans le délai imparti par la Cour. En pratique, et très souvent en Chine, les parties ne réussissent pas à établir le contenu de la loi étrangère. La raison principale, c'est que pour établir ce qu'on appelle en France un certificat de coutume, une bonne preuve de la loi étrangère, les exigences pratiques sont assez élevées, et notamment dans la rédaction du certificat de coutume, qui est la preuve de la loi étrangère, puisque en pratique on constate, par exemple dans les décisions chinoises, que très souvent lorsque les parties demandent à des juristes étrangers de fournir une explication sur leurs droits applicables au litige, et fournit une véritable consultation juridique, plus qu'un exposé objectif du droit applicable. Et d'ailleurs, c'est un écueil qu'on retrouve quand même également en France, puisque la rédaction d'un certificat de coutume, j'ai l'occasion d'en rédiger assez régulièrement dans le cadre de mon activité, n'est pas aisée, puisqu'on a évidemment très envie d'aller dans la consultation et d'expliquer au juge comment le droit étranger doit être appliqué à l'espèce. Or, les certificats de coutume en Chine, il est impératif qu'il s'agisse simplement d'un exposé objectif du droit étranger. Pourquoi ? Parce que les juridictions chinoises considèrent systématiquement que dès lors qu'une partie désigne un juriste étranger pour fournir un certificat et que le certificat en fait tourne à la consultation et explique comment le droit doit être appliqué, forcément sa consultation va être biaisée. C'est quand même, je pense, un peu vrai. Je pense que, quand même, en pratique, les juristes étrangers, notamment les avocats, lorsqu'on a un client qui nous contacte et qui demande d'exposer d'un droit étranger, très souvent, le client va quand même vouloir que l'exposition du droit étranger lui soit favorable. Et on limite ce risque-là si on expose très simplement les textes applicables sans en donner aucune interprétation sur le litige. Et parfois c'est pas si facile à faire, et ça explique que beaucoup de certificats de coutume en Chine soient écartés, puisque par exemple, je vais vous donner un exemple très concret. Si vous allez solliciter un certificat de coutume donc sur un point de droit étranger, et que ce droit étranger a vu la loi évoluer avec le temps et que se posent des questions de dispositions transitoires. Finalement, ça peut arriver assez régulièrement. Et vous avez cette question qui est que lorsque du coup vous fournissez le certificat de coutume et que vous choisissez vous choisissez finalement au préalable quelle est la loi applicable, quelle est la loi qui s'applique. Et finalement, vous faites une consultation sans même s'en rendre compte. Et ça fait partie des nombreux écueils, parce que si par exemple il y a une loi qui date de 2012, une loi de 2015, et on ne sait pas s'il faut appliquer la loi de 2012 ou 2015 à l'étranger, et vous choisissez de ne fournir que la loi de 2012, vous fournissez déjà un peu une résolution du litige. Parce que le vrai certificat de coutume aurait été de donner l'exposition des dispositions transitoires, l'exposition de la loi 2012, l'exposition de la loi 2015, pour que le juge étranger saisi puisse de lui-même décider quelle est la loi étrangère applicable. Et donc très souvent, on a des raisons, très souvent les juges trouvent des moyens, mais les juges chinois le cherchent aussi, trouvent des moyens pour écarter le certificat de coutume qui sera produit par un juriste étranger. Il faut également que le contenu de la loi puisse résoudre l'objet du litige. Et là aussi, c'est une cause d'écart assez fréquente en Chine, puisque malheureusement, bien souvent,
quand on lit juste les textes de la loi, ils ne permettent pas de régler le litige. Il y a nécessairement une interprétation à faire. Et ça arrive assez régulièrement que des juridictions chinoises disent vous me donnez telle loi, telle disposition et telle disposition de la loi française, mais à la lecture de ces dispositions, je ne peux pas régler le litige, parce que je dois interpréter ces dispositions. Donc votre certificat n'est pas valable, donc je vais appliquer le droit chinois. Et évidemment, il est assez peu fréquent en pratique qu'on ait vraiment un article qui colle parfaitement à la situation. Il y a toujours une interprétation, et c'est le principe d'ailleurs de la contradiction en matière judiciaire. Évidemment, on a des cas où parfois la loi s'applique telle qu'elle, mais ça reste quand même assez rare. Il y a également la question du délai fixé par la Cour, puisqu'en Chine, produire des actes venant de l'étranger, notamment en matière judiciaire, il faut que le certificat de coutume soit légalisé. C'est-à-dire qu'il faut le faire dans la langue étrangère, puis ensuite l'envoyer, par exemple en France, si vous voulez produire un certificat de coutume en Chine, vous devez faire votre certificat de coutume en droit en français, le faire traduire par un traducteur assermenté, l'envoyer au ministère des Affaires étrangères pour qu'il le légalise, puis l'envoyer à l'ambassade de Chine pour qu'elle le légalise. L'ambassade de Chine vous trouve une raison de refaire la légalisation, parce que c'est impitoyable, et vous le refaites, et finalement, si vous avez un délai de 2 mois, en pratique, le certificat de coutume ne sera pas produit. Puisqu'en plus, les délais judiciaires en Chine sont très courts, beaucoup plus courts qu'en France, et il arrive régulièrement que les parties aient 1 mois et demi pour produire leur conclusion avec le certificat de coutume. Et ça reste extrêmement difficile de le produire dans le délai qui serait fixé. Maintenant, sur loi de police, exception d'ordre public et fraude à la loi. La loi de police chinoise, elle est définie par l'article 8 des interprétations relatives à la loi sur la loi applicable. Alors l'article est un peu long, je vais vous lire une partie. Les cours populaires doivent reconnaître que sont des dispositions impératives mentionnées à l'article 4 de la loi sur la loi applicable. L'article 4 dit que les parties ne peuvent pas désigner une loi contraire à une loi de police. Et les lois et régulations administratives qui mettent en cause les intérêts publics de la Chine, dont l'application ne peut être écartée contractuellement par les parties, ou qui s'appliquent directement aux relations civiles présentant un élément d'extranéité sans recours au conflit de loi, dans l'une des circonstances suivantes: protection des intérêts des travailleurs, sécurité alimentaire, sécurité environnementale, sécurité financière telle que le système de contrôle des changes, anti-dumping, et toute autre circonstance dans lesquelles elles doivent être reconnues comme des dispositions impératives. Évidemment, cet article n'apprend finalement rien sur ce qu'est une loi de police, puisqu'elle définit la loi de police par ses effets. Puisque finalement, quand on lit les critères, c'est une loi de police est une disposition qui ne peut pas être écartée contractuellement par les parties ou être d'application immédiate. Sauf que finalement, on peut évidemment pas définir une loi de police par ses effets, puisque l'objectif de cet article, c'est justement de savoir à quel moment une loi est une loi de police. La deuxième condition, c'est concerner l'une des 5 matières énumérées à cet article. Et en pratique, on voit que les sociétés chinoises, finalement, se bornent à regarder les 5 articles listés, donc intérêt des travailleurs, sécurité alimentaire, sécurité environnementale, sécurité financière, anti-dumping. Dès lors qu'on est dans une de ces 5 catégories, les juridictions chinoises considèrent que ce sont des lois de police, sans même regarder si finalement elles mettent en cause les intérêts publics de la société chinoise. Et dès lors qu'on est hors de ces matières, les juridictions chinoises refusent de reconnaître la qualité de loi de police à une disposition légale. On a finalement aussi une confusion par les juridictions chinoises, et c'est là où je pense que quand même les concepts de DIP sont encore mal maîtrisés en Chine, entre loi de police et absence de dispositions expresses qui autorisent les parties à choisir la loi applicable. Puisqu'on l'a bien compris, si on n'a aucune disposition expresse qui autorise les parties à choisir la loi applicable n'est pas valide. Et il y a une confusion énorme faite par les juridictions chinoises entre nous sommes dans un cas où aucune disposition n'autorise les parties à choisir la loi applicable, et nous sommes dans un cas où il existe une loi de police. Et par exemple, la règle selon laquelle, en matière immobilière, on applique la loi du lieu de l'immeuble, les juridictions chinoises en font tantôt une loi de police, tantôt considèrent que simplement les parties, aucune disposition expresse n'autorise les parties à choisir la loi applicable. Ça n'a évidemment aucune importance en pratique, mais ça démontre que théoriquement les concepts de DIP ne sont généralement quand même pas maîtrisés par les juridictions chinoises. Sur les intérêts publics de la société chinoise,
on n'a aucune liste des cas dans lesquels une loi doit être écartée pour exception d'ordre public. Les quelques décisions que l'on a concernent la prohibition des jeux d'argent en Chine, la prohibition du mariage entre personnes présentant un lien de parenté, la prohibition de la gestation pour autrui et la violation du système du contrôle d'échange. D'ailleurs, on voit que donc, le contrôle d'échange, des juridictions chinoises l'écartent sur le fondement de l'exception d'ordre public, alors qu'elle est expressément prévue comme une loi de police. Ce qui déjà là montre encore une confusion théorique. En ce qui concerne maintenant sur la fraude à la loi, finalement les intérêts publics de la société chinoise restent assez peu utilisés en pratique. Sincèrement, à part ces cas-là, je n'ai pas trouvé d'autres décisions qui ont recours à l'exception d'ordre public, et 99% des cas, c'est le contrôle d'échange. C'est un mécanisme qui est très peu utilisé par les juridictions chinoises. Enfin, la fraude à la loi, là encore, mécanisme qui n'est quasiment jamais utilisé par les juridictions chinoises. C'est l'article 9 des interprétations relatives à la loi sur la loi applicable, qui dispose que si l'une des parties modifie intentionnellement le lien de rattachement de la relation civile présentant un élément d'extranéité, contournant les dispositions impératives des lois et régulations chinoises, les cours populaires doivent considérer que la loi étrangère ne doit pas s'appliquer. On a quelques rares décisions dans des cas de montage sociétaire abusif, mais là encore, 90% des décisions qui appliquent la fraude à la loi concernent le contrôle d'échange. Les juridictions chinoises considérant que dès lors que des parties ont désigné une loi étrangère, alors qu'une exigence de contrôle d'échange chinois doit s'appliquer, par exemple une garantie bancaire internationale, une garantie d'une société mère vers sa filiale à l'étranger doit impérativement être enregistrée en Chine. Dès lors qu'on choisit une loi étrangère qui ne prévoit pas cette exigence d'enregistrement, il s'agit d'une fraude à la loi. Et d'ailleurs, on se rend compte que finalement, le contrôle d'échange, d'après les juridictions chinoises, c'est à la fois une fraude à la loi, à la fois une exception d'ordre public, à la fois une loi de police. Et finalement, ça démontre une tendance vraiment importante en Chine des juridictions, qui est que le seul élément important est le résultat de leur décision, et non pas le raisonnement théorique derrière leur décision. Finalement, il n'y a aucune différence pour elles à se baser sur tel ou tel mécanisme, quand bien même il ne serait pas applicable, parce qu'au final, ce qui compte, c'est le résultat, et ce qui compte en matière de contrôle d'échange, c'est qu'on applique le droit chinois. Et on a même des cours qui se réfèrent en même temps aux trois notions, alors qu'évidemment, elles s'excluent pour partie mutuellement. Et je terminerai rapidement sur l'arbitrage. En matière d'arbitrage, les parties peuvent désigner une loi applicable à leur clause d'arbitrage en respectant les conditions de la loi sur la loi applicable, qui prévoit expressément qu'elles peuvent le faire en matière de clause d'arbitrage, mais du coup, la condition restante est l'existence d'un élément d'extranéité. La conséquence, c'est que les parties à un arbitrage interne en Chine ne peuvent pas soumettre leur arbitrage à un droit étranger. Et là, il y a un élément assez important, qui est qu'en droit chinois, on ne peut pas soumettre un arbitrage interne à une commission arbitrale étrangère ou à une commission arbitrale chinoise qui siégerait à l'étranger. En pratique, ça n'arrivera jamais. Mais à une commission, retenons qu'on ne peut pas soumettre un arbitrage à une commission arbitrale à l'étranger. Et ça pose beaucoup de soucis, puisque, encore dans les logiques d'investisseurs qui créent une filiale en Chine, le mode numéro 1 de règlement des litiges avec la Chine, c'est l'arbitrage. Et beaucoup de sociétés, de filiales françaises en Chine, par exemple, vont vouloir soumettre leurs litiges avec des sociétés chinoises à un arbitrage CCI à Paris. C'est très courant. Et alors que c'est interdit par le droit chinois. La subtilité qui a été tentée, c'est de soumettre la clause d'arbitrage au droit français. Et la logique, c'est la suivante, c'est de dire, je n'ai pas le droit en droit chinois de arbitrage de soumettre mon arbitrage à une commission arbitrale étrangère, mais en revanche, en France, j'ai le droit. Donc je soumets ma convention d'arbitrage au droit français, je prévois
comme commission arbitrale la CCI de Paris, et je vais bénéficier des dispositions de la Convention de New York sur la reconnaissance des sentences arbitrales étrangères, qui prévoit que la loi applicable est la loi désignée par les parties. Et lorsque la Chine a été confrontée à cette situation, le seul moyen finalement pour elle d'écarter l'exéquatur d'une telle sentence arbitrale aurait été de se fonder sur l'ordre public, sur l'article 5, paragraphe 2b de la Convention de New York sur la reconnaissance des sentences arbitrales étrangères, qui prévoit qu'on peut écarter une clause d'arbitrage lorsqu'il y a violation de l'ordre public de l'État requis. Il y a un point qui est presque finalement de diplomatie juridique, qui est que la Chine a toujours mis en avant qu'elle ne fait jamais application de l'ordre public d'après la Convention de New York, puisqu'évidemment dans beaucoup d'études de droit social privé, un des points qui est regardé pour voir comment les États appliquent la Convention de New York, c'est de voir à quel point elles refusent l'exéquatur sur le fondement de l'ordre public. Et la Chine ne l'avait fait que 2 fois, en 1992 et en 2001 pour, je crois, des concerts de métal en Chine qui étaient organisés et qui avaient été annulés avec une convention d'arbitrage. Mais la Chine met en avant qu'elle ne refuse pas l'exéquatur sur le fondement de l'ordre public, sauf que quand elle a été confrontée à cette question des litiges internes soumis à l'étranger, c'était son seul moyen, et finalement ce qu'elle a fait, c'est de dire qu'en droit chinois, un litige interne ne peut être soumis qu'à la loi chinoise, et elle a donc déclaré sur ce fondement la clause d'arbitrage nulle. Et en fait, elle a tout simplement violé la Convention de New York, puisque la Convention de New York n'autorise pas les parties à dire que le choix de loi fait par les parties est nul. Et donc finalement, c'est par ce biais-là que la Chine à la fois maintient sur son territoire les arbitrages internes, tout en évitant d'avoir recours à l'ordre public prévu par la Convention de New York. Évidemment, c'est une violation en droit qui est flagrante. En revanche, pour les arbitrages internationaux, la Chine est favorable à la validité des clauses de loi, des clauses d'arbitrage, et ça se voit par une règle de droit national privé, qui est que si les parties n'ont pas choisi de loi applicable à leur convention d'arbitrage, il faut appliquer soit la loi du siège de l'arbitrage, soit la loi de l'institution arbitrale. Et la loi de l'institution arbitrale, c'est la loi du lieu où cette institution est enregistrée. Par exemple, si on a un arbitrage CCI en Thaïlande, en Chine, l'exéquatur, on va regarder tant finalement, pas forcément l'exéquatur, mais si un juge chinois était saisi du même litige, pour apprécier la validité de la convention d'arbitrage, il va regarder le droit thaïlandais puisque c'est la loi du siège, et le droit français puisque c'est la loi du siège de la CCI. Et on a une disposition de droit chinois qui nous précise que lorsque on peut appliquer ces deux droits, il faut toujours appliquer le droit qui est le plus favorable à la validité de la convention d'arbitrage. Il y a une volonté de la Chine de sauver quand même les conventions d'arbitrage en matière internationale.